À mon ami Marc-Olivier. Mot de la fin. L'ensemble constituait une tragédie en 3 actes, et il n'y a jamais mieux pour vendre de l'info. La presse aime les mouchardages anonymes, retentissants, et tout avait commencé par là. De surcroît, la dénonciation révélait l'affaire 2 ans après les faits, mais elle se produisait 3 jours avant la date limite légale de destruction d'enregistrement dans une collectivité publique. Croustillant. L'enquête ensuite s'était elle aussi avérée très vendeuse, disons porteuse d'un sujet de société majeur, puisqu'elle posait la question de l'euthanasie, 100 fois débattue mais toujours avec la même passion. Et puis à l'ouverture du procès, enfin, ultime et dernier rebondissement de l'ensemble, le chaland découvrirait l'identité du corbeau, un ancien coiffeur reconverti en infirmier qui raterait de peu son suicide, pour une raison extérieure à l'affaire. Bref, on se doute que dans un tel contexte, et isolé comme la loi exige que tout jury le soit avant de rendre son verdict, les 12 citoyens séquestrés songeraient à des recours suisses voire européens, 27 heures de délibéré. Et Madame la Présidente le ferait d'ailleurs judicieusement remarquer pendant une pause. La longueur de vos débats n'est pas proportionnelle aux quelques instants de désespoir d'une femme à bout de nerfs. C'était finement observé puisque l'action, à proprement parler, n'avait pas excédé 6 heures. Les enregistrements attestaient que tout avait commencé à 23h17 le soir en question, pour se terminer au lever du soleil le lendemain matin, juste avant que les 2 prévenus ne se téléphonent. Et à l'audience, les mauvais haut-parleurs de la salle du tribunal diffusèrent la voix du directeur de la clinique, mal réveillé, conseillant à Béatrice, sa maîtresse et principale accusée, d'attendre son arrivée en se dressant la liste mentale des différentes étapes de sa nuit. La jeune femme avait raccroché le regard dans le lointain. L'aube se levait sur la ville, et l'air extérieur rafraîchissait le grand espace blanc dans lequel elle était venue se réfugier. C'était au moins ça, et les 2 mains à plat sur la grande table de lasté, comme on disait, elle avait fermé les yeux quelques secondes. Au même moment, un peu plus loin, dans le coin de la machine à café, une aide-soignante et une infirmière à l'accent polonais riaient ensemble. La jeune docteure secoua la tête en se souvenant que la veille au soir, avant minuit et dans une toute autre ambiance, elle s'était déjà trouvée au même endroit. La pièce alors était en silence. La pleine lune se levait au-dessus d'une nuit venteuse, de celle qu'on prétend les pires en milieu hospitalier. Et ce doit être la même chose en milieu carcéral, avait songé Béatrice en rouvrant les yeux, alors que plusieurs autres employés du bloc opératoire rejoignaient leurs collègues qui riaient toujours. La veille au soir, 23h17. J'appelle au sujet de Madame von Fliegeneth pour dire que l'ambulance arrive. La sonnerie des nouveaux téléphones venait de faire sursauter Béatrice, qui n'avait rien répondu. « Allô, docteur, vous m'écoutez ?» Comme la jeune femme tardait à répondre, la standardiste de nuit avait enchaîné. « Bon, vous avez dit que vous y alliez, et l'ambulance sera là dans maintenant 6 minutes. Ça fait 23h23. Ils ont dit aussi qu'ils devraient repartir aussitôt à cause d'un accident sur l'A1. Donc ils arrivent, docteur. Vous l'avez déjà expliqué, la coupa Béatrice avant de raccrocher sans que l'autre n'ait le temps de rajouter un mot. Elle n'aimait pas cette femme, une commère. Debout, ensuite, face aux baies vitrées de la cité déserte à 7 heures, la jeune docteure avait replacé le téléphone dans la housse accrochée à sa ceinture, et puis elle avait distraitement terminé le verre d'eau avec lequel elle venait d'avaler un cachet. Et lorsque les portes de la cité s'ouvrirent devant elle la minute suivante, elle s'en voulait déjà d'avoir été aussi sèche. Mais avait-elle eu le choix ? La standardiste allait sinon se lancer sur chez l'infirmier de nuit cette semaine qu'elle détestait, sur les chambres qui appellent et dont on n'arrive jamais à se débarrasser, sur la standardiste de jour qui arriverait sans doute demain matin en retard comme tous les matins ou sur Dieu sait quoi encore. Il fallait qu'elle pense à se choisir une autre sonnerie de téléphone. Béatrice traversa le couloir du bloc et, tout en pressant le pas en direction des urgences où elle comptait passer avant de gagner la rampe d'accès aux ambulances, elle sourit tristement. Elle venait de se souvenir qu'au volet on crie « J'ai !» à l'intention de ses coéquipières quand on est sûr de maîtriser une balle qui vous tombe dessus. Or,
Béatrice était-elle sûre de maîtriser ce qui lui arrivait? Elle eut envie de s'arrêter pour ne rien faire une seconde, juste écouter la nuit au bloc, juste essayer de ne penser à rien. Mais c'était un peu théâtral, et elle accéléra au contraire. Les urgences médicales s'annonçaient calmes ce soir-là, à l'instar de celles chirurgicales, et cela semblait contraire aux statistiques de pleine lune. Il y avait bien 3 parturientes en salle de travail, mais l'obstétrique ne relevait pas de la responsabilité du médecin de garde. Avant d'accueillir l'ambulance, Béatrice avait prévu de passer déposer sur le petit bureau, dans le plus vaste des box d'accueil, la paperasse qu'elle allait trouver dans son casier administratif. Ainsi aurait-elle cette nuit de quoi s'occuper entre 2 arrivées. Faire un saut jusqu'à ce casier était normalement l'affaire d'1 minute, sauf qu'en chemin et face au bureau des TSO, elle croisa Jean-François Chay. Prévenu par le standard, l'homme semblait satisfait d'éviter une prise en charge. Il raconta qu'on réclamait l'infirmier de nuit aux soins intensifs du second à cause d'un trépané de l'avant-veille qui s'était mis à s'agiter, à hurler. « Il veut rentrer chez lui, vous vous rendez compte, docteur ? Il a passé 4 heures sur le billard avant-hier. On en voit de nos jours. » Là-haut, les infirmières peinaient à maîtriser le malheureux, et au moment où la doctoresse tombait sur lui, Chay passait un calot et une blouse de médecin pour leur prêter main forte. Béatrice observa quelques secondes ces gestes exagérément méticuleux. « Des gestes de vieux carnavalier », se dit la doctoresse. Elle le vit ensuite disposer autour de son cou un stéthoscope, et sans savoir au juste pourquoi, comme dans un flash, elle eut la certitude que sur le net on devait trouver ce genre d'image de lui en déguisement. Chay avait le type grand maigre à mèche. C'était un coiffeur reconverti après s'être découvert une allergie aux produits, et toute la clinique connaissait l'histoire, puisque l'homme était à peu près aussi volubile que la standardiste, ce qui expliquait peut-être leurs inimitiés. Tout en parachevant son œuvre grâce à des lunettes de mi-lune qu'il portait loin sur le nez, il trouva utile d'expliquer. Le patient ne m'a jamais vu, et devant un médecin, ce n'est jamais comme devant les femmes, les infirmières, je veux dire. Comme ça, ce sera plus facile pour le sanglé. Je monte. La nuit, on n'est que nous, pas vrai? Alors il faut s'arranger, conclut-il au moment où s'ouvrait la porte de l'ascenseur. N'aimant pas ce à quoi elle venait d'assister, la jeune doctoresse reprit son chemin sans un mot. Elle n'ignorait pas qu'on procède ainsi dans certains cas, mais Chay parlait trop. Il parlait toujours, il parlait d'habitude, il parlait pour parler. Une fois la pile de documents déposée dans le box médicalisé déjà préparé à son attention, elle ne prit pas la direction des admissions telle qu'elle était fléchée. Elle se dirigea plutôt vers les ascenseurs du bloc qui permettaient d'emprunter le raccourci par le tunnel des livraisons. Un tel itinéraire lui ferait gagner du temps, sauf que c'était là un réflexe d'habitude puisque la jeune femme n'avait pas envie d'arriver spécialement rapidement au bout du dit couloir. À quoi bon une prise en charge supplémentaire? S'était-elle tout à l'heure longuement demandé sous la lumière d'un début de nuit face aux baies vitrées de la cité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au premier niveau des sous-sols. Les néons du large couloir s'allumèrent laborieusement et une lumière blanche, une lumière crue, inonda la cabine prévue pour accueillir un lit roulant. Préoccupée, le pas mécanique et la mémoire vagabonde, Béatrice prit la direction du sas d'accès. Elle était en train de se rappeler un certain claquement dans le chalet familial, celui du compteur électrique lorsqu'en hiver quelqu'un, oubliant que tous les radiateurs sont en marche, lance une machine dans le cellier où démarre le four de la cuisine. Aussitôt, tout disjoncte, et de chaque pièce de la maison s'élève une voix incendiant, pour de rire, le ou la coupable présumée. Et devine un peu ce qui fait disjoncter ta conscience en ce moment, s'interrogea une petite voix dans la tête de la jeune femme. Après plusieurs mois d'errance, d'hésitation, comme on nagerait dans un courant de fonte des neiges, avançant d'1 mètre et reculant de 3, monsieur le directeur venait de retourner vivre chez sa femme. Et contrairement à l'ensemble de la clinique, Béatrice ne l'avait pas su tout de suite. Non. Et lorsqu'enfin elle l'avait compris, elle n'avait absolument rien dit. Non. Elle avait juste rempli une demande pour faire la nuit.
La sonnerie du téléphone sur sa hanche retentit, et juste en vérifiant le poste qui l'appelait, elle sut que l'ambulance était là. Elle aperçut le dernier coude dans le couloir du sous-sol, et puis déjà les lumières bleues clignotantes de la voiture furent sur elle. Elle accéléra le pas, confiante dans la mécanique des gestes professionnels qui vous reviennent quoi qu'il arrive. N'avait-elle pas toujours eu de la force de caractère? Plus jeune que sa sœur, sa famille ne s'était-elle pas habituée à ce que ce soit toujours sur elle que l'on compte? Oui, mais bon, ce soir-là, il se trouvait que Béatrice Petit Soldat ne se sentait plus Béatrice Petit Soldat. Juste parce que monsieur le directeur est retourné vivre chez sa femme? Ben, oui. Un des ambulanciers leva la main en guise de salut avant de repartir vers l'arrière du véhicule à bord duquel il disparut. Certains parlent de pathologie hantise. Pour un tel, ce sont les obèses, pour tel autre, les enfants. Et toi, c'est les personnes âgées. Pas de chance parce que des personnes âgées la nuit, on en voit peu. Elle répondit d'un geste rapide au salut du second ambulancier, celui resté à côté de la civière, et puis elle aperçut son collègue qui revenait vers eux un slide module système entre les mains. CQFD, il n'allait pas porter. La standardiste avait sans doute prévenu que Chez serait remplacé et, comédien, les deux hommes tenaient à ce que, face à un médecin de garde, la procédure soit irréprochable. Béatrice soupira devant ces simagrées. Le plus âgé entreprit le transvasement et se fut surjoué. La scène semblait dire « Vous voyez comme on fait attention avec un Alzheimer ». Pourquoi la jeune femme pensait-elle à ces bêtises? N'aurait-elle pas dû plutôt se focaliser sur les premiers gestes, sur les documents à signer? Elle était là pour évaluer, diagnostiquer et réparer la forme fragile qu'on lui livrait, et personne n'attendait d'elle des considérations autres. « On se réveille !» ironisa une petite voix dans la tête de Béatrice. « Il n'est plus question de réparer qui que ce soit. T'es là pour maintenir un semblant de vie dans un corps archi-usé, rien de plus. » C'était vrai. Un corps fatigué, fourbu par les ans, une existence finie, et qui ne sait plus comment exprimer cette fin que personne autour ne veut admettre. Alors, pourquoi? Pourquoi? Béatrice essaya de sourire aux deux types qui terminaient. Avant de prendre congé, le plus jeune précisa que c'était déjà lui 2 mois plus tôt qui avait amené cette même patiente. Le mari nous a dit que c'était la 4e fois. C'est sans fin à ces âges. La jeune docteure sentit ses nerfs qui fourmillaient dans ses avant-bras. « Fais-toi du bien, songea-t-elle, hurle à ce type qu'on ne parle pas de quelqu'un en sa présence. Explique un peu à ce débile qu'il ne s'agit pas d'un légume et qu'on ne généralise pas en disant « à ses âges ». Mais la gorge de la jeune femme était trop serrée pour émettre le moindre son, et quand les portières de l'ambulance claquèrent, elle repartit sans avoir prononcé un seul mot, essayant juste de se concentrer sur la civière d'hôpital à pousser droit devant elle. Elle parcourut le couloir en sens inverse, le regard perdu au loin, sans poser une seule fois les yeux sur sa patiente. Et lorsque son index au peau rongé depuis plusieurs semaines s'avança en direction de la commande d'ascenseur, elle se demanda si ce n'était pas complètement ridicule depuis tout à l'heure à Lasté de s'écouter ainsi, de comme ça se laisser aller, ce soir, à une sorte de blocage. Les portes du 3 s'ouvrirent. C'était l'ascenseur qu'on avait tendu de tissu protecteur à cause de travaux au 5e, et lorsque les roues avant de la civière y pénétrèrent, Béatrice crut entendre un gémissement. La silhouette devant elle ne bougeait pourtant pas, et les sangles qu'avaient mis les ambulanciers semblaient utiles parce que le corps efflanqué, cassé en 2, paraissait capable de verser à tout moment. « Et devine un peu pourquoi ce gémissement, Béatrice !» La jeune femme préféra se retourner vers la paroi tendue d'épais tissu gris. Elle ferma ensuite les yeux en songeant à se mordre le poing, parce qu'une infinie douleur pliait en 2 la pauvre forme devant elle, à la respiration sifflante et laborieuse. « Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête ton cinéma, ouvre les yeux et fais ton métier, se gronda-t-elle. Si l'énorme ascenseur pouvait largement contenir le lit, on entendit la civière cogner une première fois la paroi métallique protégée, et puis une 2e fois, une 3e, avant toute une série de petits coups secs comme rageurs,
et de moins en moins espacée. Le bras de Béatrice ne pouvait plus s'arrêter. De pauvres gémissements s'élevèrent. La jeune femme en pleurs les entendait, les attendait. C'était une réaction. Le 3 arrivé au rez-de-chaussée, ses portes ne s'ouvrirent pas. Et lorsque Béatrice rouvrit enfin les yeux, son index sur le bouton stop, un porte-document en cuir jaune tombé près d'une roue attira son attention. La jeune femme se baissa. L'objet avait dû être élégant 30 ou 40 ans en arrière, mais aujourd'hui sa couleur gaie semblait en décalage avec les nombreux papiers qu'il contenait. Des papiers parfaitement inutiles d'ailleurs, et même certains très anciens, sur lesquels l'encre noire devenait grise. Les dossiers médicaux sont de nos jours informatisés, mais M. von Fliegeneth, 83 ans, n'avait pas laissé sa femme, 73 ans, quitter la maison sans son dossier complet. En souhaitant ne plus être de service de jour, tu savais que la nuit n'atténue pas les symptômes des pathologies liées à l'âge, se dit la jeune docteure, et que ces dernières constituent une arrivée sur 3. Alors, ressaisis-toi, ou bien il est encore temps d'appeler à l'aide. Oui, mais sauf que non. Sinon, qui allait être prévenu en temps réel de sa demande de remplacement? La jeune docteure n'avait toujours pas regardé sa patiente en arrivant dans le couloir des box. Après un mouvement de tête en direction de Chez de retour des intensifs, lequel gara son chariot de produits d'entretien pour la laisser passer, la jeune femme manœuvra la civière avec des gestes mécaniques jusqu'à ce que la nouvelle arrivée se retrouve sous une jungle de fils et d'écrans, tête de lit en position contre la paroi de la petite pièce aux odeurs d'isospray. Et au moment de refermer le box, Béatrice garda en main quelques secondes le lourd rideau de plastique blanc. Ne pas tout de suite se retourner, ne pas tout de suite affronter. Elle prit le temps de déposer le porte-document jaune, qui fermait mal, à côté de son tas de paperasses à finir, et ce faisant, elle remarqua à ce moment-là un post-it recouvert d'une petite écriture serrée, une écriture d'un autre temps. Elle ne chercha pas à le lire, et se tourna plutôt pour enfiler une paire de gants, en songeant que pendant quelques heures en ville, le fardeau reposant sur les épaules d'un vieux monsieur allait s'alléger. Quoique pas vraiment, réfléchit Béatrice, à cause de l'inquiétude. Et comme les autres fois, il serait là le lendemain, à la première heure, timide, inquiet et désolé de donner du travail. Aimer encore sa femme à ce point-là, à leurs âges? Stop! Ne dérape pas! Ne surtout pas penser à ce domaine, éviter toute réflexion tournant autour de ses amours au grand souffle. Et si la vie ne lui avait jusqu'à aujourd'hui proposé que des pétards mouillés, son actuelle existence noctambule n'était qu'une transition. Température 38,7 degrés. Si la jeune femme contrôlait mal ce qui se passait dans sa tête, ses deux mains avaient entamé la procédure. Apprends à te réjouir du tram 6, celui de 7h23 qui te ramène sans que tu ne croises ceux qui savent ici. Recommence à aimer ce travail. Les fonctions vitales d'une admission semblent atteintes. Très bien, tu rafistoles sans réfléchir. Il sera temps demain. La fiche de la patiente était apparue à l'écran. La première fois, elle ne s'alimentait plus depuis une semaine. La deuxième, elle était tombée du fauteuil, s'était cognée et saignait de la tête. La troisième fois, c'était une fracture à la hanche, opérée par Pradel. C'est sans fin à ces âges, avait dit le type de l'ambulance. En salle de repos, une affichette un peu simpliste avertissait le personnel soignant des signes avant-coureurs de la crise de stress, et Béatrice se mit à y penser. Dans l'espoir d'une sorte de coupe-circuit, ses yeux se posèrent enfin sur le visage de sa patiente, et il n'y avait aucune chance à ce stade que son regard ne croise celui de la vieille dame. Plus aucun espoir qu'une fenêtre ne s'ouvre de l'inconscience chronique de ce pauvre corps décharné, taché et bleuissant, puisqu'aucune lueur d'humanité n'éclairerait plus jamais ses yeux ouverts sur un vide d'incompréhension admise. Et oui, Dieu n'animera plus ces chairs flétries, contractées par une respiration difficile depuis des heures, des jours, pneumonie. Fixant soudain la cloison du box au-dessus de la civière,
Béatrice eut envie d'interrompre ce qu'elle avait peiné à commencer, et même l'espace d'une seconde, elle songea sérieusement à demander à ce qu'on réveille le collègue de Piquet. Et si on avait été de jour, elle l'aurait refilé, cette arrivée. En jouant ensuite en pensée avec l'idée de tout planter, elle se vit enlever sa blouse et marcher vers la sortie pour laisser derrière elle une bonne fois pour toutes ces locaux dans lesquels tout se précipitait depuis des semaines. Les urgences. D'urgence se ressaisir, oui. Alors, j'appuie sur la touche, sauver une vie. Je baisse ensuite la manette, faire un diagnostic sûr, et j'actionne enfin dardard le levier, lancer sans attendre la série d'analyses. On ne te demande rien d'autre. Dans ses poches de blouse, Béatrice avait de quoi tout supporter. La palpation commençait, le métier avait été là, sûr, et le cachet pris tout à l'heure à l'asté faisant son effet, la jeune femme s'était mise au travail, sans gloire, mais avec efficacité. Une respiration douloureuse, laborieuse, de longs sifflements et des gémissements de bébé affolé lorsque la vieille femme avait dû être retournée. « N'y pense pas, ne pense à rien !» Une forme complexe et ancienne de détestation de sa présence dans ce box en présence de cette patiente âgée menaçait de tout précipiter. « Interdis-toi d'y penser !» La fin du tunnel, c'était de ne laisser aucune chance à cette sourde rage en elle, provoquée par ces restes humains qui mouraient lentement devant elle, qui mouraient mal, comme on meurt. Béatrice songea à sa sensibilité, laquelle finirait par s'éteindre un beau matin comme on le leur avait prédit au début de ses études. Et dans tous les domaines, elle s'éteindrait, parce que la sensibilité, comme chacun sait, est une tare. Et puis d'abord, on ne reste pas idiote toute sa vie, idiote au point de croire les promesses des hommes mariés. Tout se mélangeait dans son esprit, mais au moins ne s'interrogeait-elle plus sur le sens de cette pantomime que la profession lui demandait, alors que la vieille dame entre ses mains finalement, elle, ne demandait rien du tout. Ou en tout cas, pas forcément le report du terme naturel de ce nœud de souffrance-là tous les matins. Sa patiente n'opposant aucune résistance, les prélèvements furent faciles. Devant une table de lasté, tournée vers la baie vitrée, 6h45. Quelque chose d'estival animait l'atmosphère de la grande salle, l'air était vif. Dans le parc en dessous, on voyait le lac et les montagnes au loin. Une partie du personnel de jour embauchait, et ceux qui prenaient leur service saluaient Béatrice. La plupart étaient sans doute étonnés de la voir ou de la revoir, puisqu'elle et monsieur le directeur. Une jeune infirmière expliqua à une autre qu'il fallait vérifier le chargement de l'iPad de Pradel. Tout le monde s'affairait comme pour un début de journée ordinaire. Béatrice entendit qu'on faisait une remarque sur la météo, sur le soleil qui brillait dehors. Pour les vivants, songea la jeune docteure. Pour tous ceux en bonne santé qui sont déjà debout, prononça-t-elle dans un murmure. Pardon, demanda en fronçant les sourcils un infirmier qu'elle n'avait jamais vu. Rien, c'est vrai, il fait beau. Depuis combien de temps n'avait-elle plus entendu le tintement des instruments en métal tombant dans des caissettes métalliques numérotées chirurgien par chirurgien, les éclats de rire en provenance des vestiaires, les discussions autour des drames que l'on commente. Sonnerie de téléphone sur sa hanche. Monsieur le directeur est retardé, mais il fait dire qu'il arrive. Sa voiture était Alfred Escherstrasse il y a à peine une minute, précisa la voix dans son téléphone. On a été coupé lorsqu'il est passé sous le tunnel. Béatrice bredouilla un remerciement et raccrocha. Pradel entra dans la pièce sans saluer. Lorsqu'il était de service au bloc, on s'agitait tôt du côté des salles d'op. Une fois qu'il se serait changé, une infirmière tiendrait prêt son iPad déjà calé sur une station classique, et quelques minutes plus tard, quand le patient ou la patiente se serait endormi, on le mettrait en marche en sourdine à quelques mètres du billard, un passe-droit. Chirurgien surdoué, Pradel était l'homme des passe-droits. Rien ne change jamais, songea la jeune femme. Elle aperçut Marco, qui lui fit un signe gentil, et cela signifiait que l'opération exigeait le meilleur anesthésiste. Du temps de Béatrice, il y avait à peine quelques mois, Pradel et Marco se détestant, ils travaillaient le moins possible ensemble. Avaient-ils fait la paix ? Elle l'ignorait. Finalement, peut-être que si.
Il y a des choses qui changent, se dit-elle. 7 heures sonnèrent et la jeune femme s'aperçut qu'elle était à nouveau seule dans l'asté, chacun ayant retrouvé son poste de travail. La petite vie du bloc pouvait démarrer. Un peu plus tard, un infirmier qu'elle aimait bien lui tapa gentiment sur l'épaule avant de s'éclipser au pas de course. Il était venu chercher une seconde boîte 19. Sans doute que, pour une raison quelconque, Pradel avait refusé celle qui l'attendait en salle. On ne cherchait jamais à comprendre cet homme, on lui obéissait. En tournant la tête, Béatrice aperçut, derrière la porte électrique du bloc se refermant, d'autres amples tenues bleues qui bougeaient derrière les parois en verre opaque. Cette vie de dingue n'était plus pour elle. Le geste du jeune infirmier, un geste simple, lui aurait remonté le moral un autre jour, voire quelques heures auparavant, mais plus maintenant. Plus depuis cette nuit parce que, désormais, Béatrice se trouvait, elle aussi, de l'autre côté d'une barrière, d'une sorte de paroi en verre opaque. Quelques heures plus tôt, un peu après minuit. Assise face à l'écran du box, Béatrice retira ses gants médicaux. Certains signes révélaient un déni d'alimentation datant d'au moins 36 heures. L'état d'agitation de la patiente était lié à un sommeil difficile depuis plusieurs nuits. Depuis combien de temps délirait-elle plus qu'à l'accoutumée? Recherchant sur l'ordinateur ce qu'avait noté le standard pendant l'appel de « Monsieur von Fliegeneit », la jeune femme n'apprit rien de décisif. La température auriculaire s'élevait à 38,7 degrés, malgré les doses massives de dafalgan mentionnées sur le post-it qu'elle avait fini par lire. Elle crache verdâtre et à propos de ses glaires, le 115 a dit que le Bactrim prescrit pour l'infection urinaire de mars pouvait dépanner. En lisant cela, Béatrice s'était étranglée. Elle faisait partie de ces praticiens qui considèrent comme un scandale le SOS médecin mis en place par les caisses maladies. Il leur restait 4 fois 2 tablettes de Bactrim, avait noté la standardiste. À ces âges, on n'aime pas gâcher, avait-elle sans doute pensé. Béatrice revint au résultat des prélèvements. Se concentrer n'était pas simple. Il y avait d'abord cette respiration dans son dos, et puis les box étaient anormalement froids depuis quelques jours, à cause des travaux, prétendait-elle. Ça rime à quoi de continuer, se demanda-t-elle en fixant le mur au-dessus de l'écran. Elle fit ensuite violemment pivoter son tabouret pour se forcer à observer la forme cassée derrière elle, ce corps presque à l'équerre qui frissonnait sans interruption à l'intérieur d'une chemise de nuit rose styrien, neuve apparemment. Les yeux vides de celle qui avait autrefois été une femme avec une famille et une vie fixaient maintenant le plafond du box qu'ils ne distinguaient pas bien, et ce sans étonnement aucun, sans le moindre signe d'impatience ou de compréhension pour tout ce qui arrivait, pour cet univers lumineux dans lequel on se trouvait. Il faut dire que cela faisait maintenant tellement longtemps que la vieille âme voyait défiler autour d'elle un peuple d'inconnus qui lui prodiguaient des soins en parlant une langue qu'elle comprenait de moins en moins. Aussi, encore un peu, à l'intonation. Béatrice se leva pour s'approcher de la vieille femme, laquelle, en remuant péniblement la mâchoire inférieure, esquissa un rictus qui finit en toux. Elle avança ensuite une main tavelée qu'elle posa sur celle de Béatrice, qui ne crut pas à une lueur. L'état de la maladie était trop avancé. Il s'agissait plutôt de la répétition du dernier mode de relation qu'autrui avait à son égard et qu'elle reproduisait avec la fierté du nourrisson suivant des yeux l'adulte penché sur lui. Les prises de sang avaient été effectuées, 2 fois 2 hémocultures. Béatrice revint à l'écran où elle précisa ce qu'elle attendait de l'analyse bactériologique. Prédiagnostic se demanda-t-elle ensuite à haute voix. Dans l'ascenseur, elle avait déjà détecté un crépitement en basale gauche, lequel s'était trouvé confirmé une fois au box. Trouble du rythme cardiaque, tension basse, mais correcte. Il y avait, sinon l'amplitude des mouvements, une dyspnée s'accompagnant d'une évidente gêne thoracique, et en palpant, elle avait aussi noté une douleur anormale, sans doute vive. C'est clair, non? Par moments, elle entendait s'élever derrière elle des petits gémissements, toujours les mêmes. À nouveau, la jeune femme fit pivoter son tabouret, et cette fois en ouvrant grand les yeux. Les lèvres de la patiente étaient bleutées,
Les muscles accessoires du souffle, contractés et sans force, expliquaient cet insupportable et continuel bruit de respiration. Béatrice n'ignorait pas que les respirations difficiles sont anxiogènes, à la fois pour le malade et pour le personnel soignant. Pneumopathie. Et dans une sorte de regard historique sur les choses, la docteure se mit à imaginer les prochaines stations jusqu'à la dernière. Combien de retours à la clinique? 1, 2? Se retourner, chasser de telles pensées et compléter la fiche sur l'ordi. En attendant les résultats d'examen, une fois la patiente réhydratée, on la montrait à l'étage. Sur l'intranet, Béatrice indiqua qu'elle voulait un contrôle à l'heure des signes vitaux. Saturation de 85 avec 2 litres d'oxygène pur. Puis elle appela le poste de chez. Sorti pour une pause cigarette après avoir terminé ses salles, il répondit qu'il arrivait. On avait toujours l'impression de déranger monsieur Jean-François Chez. Quand enfin elle se retrouva seule dans le box, la jeune femme secoua la tête en avisant la paperasse devant elle. Il y avait là plusieurs sorties en retard de ses assistantes, différentes demandes d'AI à signer auxquelles elle s'attela avec une sorte d'indifférence mécanique, et peu à peu une certaine torpeur la gagna. Une demi-heure plus tard, il lui fallait carrément lutter pour maintenir son attention sur ce qu'elle faisait. Un peu de fatigue n'est pas malvenue, se dit-elle. L'attention des dernières heures va s'évacuer. Elle avait aussi sommeil à cause de ce qu'elle avait pris à l'asté, et ses yeux se fermaient, au point qu'à un moment elle sursauta. En songe, un petit visage méconnaissable à force de rides venait de lui apparaître. Comprenant qu'elle venait de sombrer, assise immobile et hébétée face à l'ordi, elle chercha la minute suivante à faire revenir le petit visage. L'image, pourtant fugace, lui était apparue incroyablement chargée en détails, comme les photos surpixelisées de certains smartphones. Il y avait des rides fines et longues, d'autres craquelées. Les orbites osseuses saillaient autour de 2 petits yeux envahis par la paupière, aux prunelles d'un bleu transparent et qui brillaient au-dessus d'un flot de larmes descendant bas sur les joues. Le nez et les oreilles étaient disproportionnés parce qu'en vieillissant, les cartilages continuent de pousser. Et puis un peu partout, de grandes taches marron, orange, violette. Il était 3 heures du matin. Hormis un souci avec le centre de transfusion à qui il manquait une partie de ce qu'on leur avait commandé pour le lendemain, la nuit avait été calme. Béatrice se dirigeait sans se presser vers le second étage, où la machine à café était capable de moudre de vrais grains, lorsque le téléphone sur sa hanche la fit à nouveau sursauter. Il fallait vraiment qu'elle prenne le temps de changer cette foutue sonnerie. L'infirmière au bout du fil avait les informations attendues, et la tension commençait à diminuer. 90. Béatrice répondit qu'on ne fasse rien, qu'elle allait lire tout ça et rappeler. Elle fonça jusqu'au premier écran venu, puis entra son code pour accéder aux données du labo, et son diagnostic, pourtant limpide depuis le début à cause des signes inflammatoires, se trouva corroboré par les résultats d'examen. Pneumonie, sans doute du lobe inférieur gauche. Infection par une bactérie ou un virus. Pour l'heure, ce n'est pas le sujet. La pneumonie franche, lombaire, aiguë, s'accompagne d'une hyperthermie, fièvre, de frissons intenses et généralement d'une douleur à l'intérieur du thorax, douleur qui augmente quand les poumons se remplissent d'air. Démarrer une antibiothérapie empirique large pour arriver à un semblant de guérison? Si Béatrice n'agissait pas, à chaque respiration, sa malade allait continuer de souffrir. La marche à suivre, toute tracée, consistait finalement à se mettre entre des rails. Mais où est l'humanité à renvoyer cette femme à l'état où elle se trouvait 3 jours auparavant? Et avec un peu de chance encore. C'est diafoirusesque, comme disait un certain homme marié. Je suis un bon petit soldat, c'est pour ça que je vais le faire. La jeune femme soupira. Ce serait un jour l'ordinateur qui prendrait les décisions thérapeutiques, sans état d'âme. Mais on n'en était pas encore tout à fait là. De la souffrance à chaque respiration? Mais depuis des mois, toute l'existence de cette pauvre femme n'est qu'une souffrance sans fin. Redescendue au bloc, Béatrice songea qu'elle était censée avoir réglé depuis des années
et d'un solide raisonnement, toutes ces questions sur la déontologie ou les inévitables doutes concernant l'accompagnement des grands malades en fin de vie. Sauf à s'apercevoir qu'en réalité, toutes ces grandes questions avaient surtout glissé sur elle. Elle revit le visage dans la civière, et puis les cases à cocher sur l'écran maintenant devant elle, l'ordi du bloc déverrouillé. Il se passait quoi ce soir? On saignait les mourants au Moyen-Âge parce qu'on ne savait pas faire autre chose, mais moi je fais pareil là, non? À nouveau le visage de sa patiente, et puis les cases sur l'écran. Ses mains se posèrent exagérément lentement sur ses cuisses. Elle expira en regardant droit devant elle, et puis elle leva la tête vers le mur en se demandant: quel est le sens de soigner en étant incapable de soigner ce qu'il y a à soigner? Pneumonie, bronchopneumonie, pneumopathie interstitielle, pneumopathie lombaire. Cocher des cases pour qui? Pourquoi? Différents autres écrans se succédèrent, et Béatrice, bon petit soldat, fit son métier à la manière de cette infirmière-chef pendant son stage en gériatrie à Oxford, qui beuglait chaque matin en entrant dans les chambres. « Vous me reconnaissez aujourd'hui? Je m'appelle comment ?» Et elle prononçait ces phrases en présence de grabataires qui n'avaient plus ouvert la bouche depuis des années. Pour rien. Parce que ce peu d'humanité était devenu une technique, un truc. Petit déjeuner, toilette et soins pour une journée normale étaient inscrits sur les fiches de cette femme. Alors, et puisque le rituel prévoyait de parler au patient lequel, même incapable de s'exprimer, reste une personne, l'infirmière-chef parlait au patient. À n'importe quel patient. À tous les patients qui restaient des personnes. Et peut-être même qu'une fois rentrée chez elle, le soir, cette femme parlait pareillement à son mari qui lisait le journal sans répondre. Démagogie médicale. Ne tenant plus en place, Béatrice se leva et, tout en se demandant si elle n'était finalement pas en train de se regarder le nombril au milieu de tout ce cinéma depuis cette prise en charge, elle comprit qu'elle était prête au dérapage et que tout ça n'avait servi qu'à l'amener exactement là. Une violente envie de pleurer installa 2 points douloureux sous sa langue. Le marasme, menaçant depuis des semaines, allait éclater ce soir, comme la vague d'un tsunami signalé qu'on ne voit pas encore mais prêt à tout. Et désormais, la jeune femme pourrait s'inventer toutes les phases possibles et imaginables, sa décision était prise, elle allait agir. « Il est pourtant encore temps !» se récria une petite voix qui se foutait d'elle plus qu'autre chose. « Rapproche-toi à ce bureau, rappelle l'infirmière d'étage, et ne fais que ce qu'il faut faire. » Elle entendit un bruit métallique. Le tabouret derrière elle était tombé à la renverse, et elle repensa à la sonnerie du téléphone qui faisait sursauter. Les médicaments sont de nos jours sous clé. Après s'être dirigée jusqu'à la pharmacie du bloc, toutes lumières éteintes, Béatrice en ouvrit la porte après quelques secondes d'une hésitation sans lien direct avec l'obscurité. C'était juste qu'elle venait de ressentir une impression de mouvement derrière elle, et comme elle s'était retournée, il lui avait semblé apercevoir un mouvement du côté de l'ouverture en verre dépoli, quelque chose de fugace. Après quelques secondes sans bouger, aux aguets, comme rien ne se passait, juste le ronronnement tranquille de l'épurateur d'air au loin, elle finit par pénétrer dans la pièce où la lampe de l'issue de secours permettait de distinguer des lettres noires sur le flanc crème de longs tiroirs à médicaments. Avisant le 2e rectangle parmi les 5 d'une colonne marquée de la lettre P, elle laissa sa main s'avancer, et puisque comme les autres, ce tiroir mesurait plus d'1 mètre de profondeur, pour l'ouvrir, la jeune femme dut se mettre sur le côté, en tournant le dos à la porte. L'ayant fait coulisser silencieusement à hauteur de sa hanche, elle se courba et, ayant actionné la fonction lampe de son téléphone, elle put identifier un certain bac à ampoule. Sa main y plongea et cela produisit un bruit de verre qui s'entrechoque. La seconde suivante, elle finissait de glisser 3 de ces petites ampoules dans sa poche de blouse quand derrière elle, quelqu'un actionna le commutateur électrique. La lumière vive la fit sursauter, décidément, mais elle réussit à retenir un cri de surprise. «
Qu'est-ce que vous faites ici, docteur? Demanda la voix de Chay. Comment? Mais c'est vous? Rétorqua Béatrice, une main sur la bouche, et du ton avec lequel on s'exclame. Vous m'avez fait peur. Non, mais quel con! Son trouble n'échappa cependant pas à l'infirmier de nuit debout dans l'embrasure de la porte, et qui, sans raison objective claire, semblait s'estimer en position de force. Je ne me sens pas très bien ce soir, se justifia la jeune docteure, tout en se maudissant de ne pas avoir assez d'à-propos pour remettre cet imbécile à sa place. J'étais venue me chercher un pégargile. Pas l'excuse du siècle. Certains toubibs abusent du pégargile. Mais le tiroir était marqué de la lettre P, et Chay n'avait pas les yeux dans sa poche. Vous auriez pu allumer. J'aime marcher dans le noir. Je vous dois des comptes, Chay? Non, non, bien sûr. Béatrice referma le tiroir. Sa tête tournait, et c'était vrai qu'elle ne se sentait pas bien. Prendre réellement un pégargile? Surtout pas avec ce qu'elle avait pris tout à l'heure. Chay restait à la dévisager, réfléchissant sans doute à comment réagir au mieux de ses petits intérêts. Jamais Béatrice n'avait vécu pareille situation et c'était quelque chose d'humiliant parce que tous les deux savaient ce qui se dit en milieu hospitalier des praticiens accusés de vol de médicaments. Après tout, songea la jeune femme en sortant de la petite pièce, ça vaut sans doute mieux que si Chay avait compris. Et tout en s'éloignant de la pharmacie, elle se dit que rien, ni personne, ne l'empêcherait de faire ce qu'elle était maintenant déterminée à exécuter. Quel verbe! Elle était presque sortie de l'allée centrale du bloc quand elle entendit dans son dos. « J'insiste. Pourquoi ne pas avoir allumé la lumière, docteur ?» Ne pas se retourner, ne pas répondre et respirer zen. Elle avait juste besoin de 10 minutes. Il fallait qu'on lui laisse 10 minutes. 6 heures du matin. Le téléphone sur sa hanche tira Béatrice d'une léthargie médicamenteuse. Elle se trouvait à ce moment-là allongée sur le petit lit aménagé dans la chambre attenante au couloir des box, et cette fois elle sourit de cette sonnerie qu'elle trouvait en plus ridicule. « Béatrice, quelqu'un a retrouvé les ampoules. Vides !» Dans le téléphone, c'était la voix de monsieur le directeur. « Ah ? Des ampoules versées dans la perf. Et tu n'as même pas pris la peine de les planquer. Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang ? C'était la pleine lune, on va dire. On va dire ça ? » C'était tout lui. Les conclusions d'un raisonnement brillant, les circonstances de l'action, les conséquences évoquées par une accusation morale et la recherche de motifs, avant un trait d'humour, distanciation des choses. Bref, une position d'intello définitivement sec du cœur. Béatrice, à la suite de son geste, et quel geste, de cette scène horrible, tragique, et d'ailleurs laissée à revivre et comprendre pour plus tard, comme filmée par sa conscience, le moment où elle avait machinalement cherché des yeux la poubelle de chambre. Quelqu'un avait fouillé derrière elle, Chay, à n'en pas douter. Elle s'assit dans le petit lit qu'elle ne défaisait jamais. Mettre un pied par terre l'aiderait à faire surface? La famille ne demandera rien si c'est ça qui te tracasse, réussit-elle à répondre tout en s'apercevant que cela faisait des jours et des jours que lui et elle ne s'étaient plus parlé, et, horreur, que quelque chose en elle était heureux d'entendre sa voix. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Béa ?» continua monsieur le directeur sur un ton comme avant, enfin presque. « Il m'arrive que je suis seule, » s'amusa à hurler la petite voix en elle. « Il m'arrive que je réalise à quel point j'ai été idiote. Il m'arrive que mes journées sont de longues insomnies. Il m'arrive que je n'ai pas la force de t'oublier. Il m'arrive... » « Et tu ne dis rien, bien sûr. »« Ça tombe vraiment mal que ce soit cette teigne de Chay, » conclut la voix au téléphone. Monsieur le directeur ajouta qu'il serait bientôt sur place et qu'en l'attendant, Béatrice fasse une liste mentale de ce qui s'était passé durant cette nuit de garde. « Béatrice, je ne suis pas en train de parler d'un arrêt des fonctions vitales.
Tu réalises que quelqu'un a été assassiné et tu réalises ce que dans le contexte juridique actuel et sans protocole d'assistance au suicide, une exécution comme celle-là entre deux portes signifie pour nous tous? Oui. Et c'est tout ce que tu trouves à répondre? Oui? Oui. Pour autant que je me souvienne, tu n'as jamais parlé d'exit ou de quoi que ce soit de ce genre. Alors explique, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Le bureau sentait bon. Cette pièce avait toujours eu cette odeur, une odeur de neuf. Ils avaient fait l'amour dans cette pièce. Franchement, on dirait que tu ne te rends pas compte. J'ai à parler d'abus de pégargile et je vais finir par penser que c'est vrai. Les 15 grammes de dérivés barbituriques que tu as ajoutés à ta patiente laissent forcément des traces. Et on aura beau tourner ça dans tous les sens, ça ne peut pas être une erreur. Monsieur le directeur réfléchissait à haute voix, comme si Béatrice avait été un meuble devant lui. Ça m'a semblé la seule issue acceptable, réussit-elle à articuler en s'adressant elle aussi à elle-même. Sa bouche était pâteuse. Oui, mais si tu proférais une chose pareille devant un jury, ce serait la prison, lui dit-il en chassant d'un geste de la main ce qu'elle venait de dire. On est en plein article 114 et je le savais parfaitement. Sa voix avait été froide. Mais qu'est-ce que tu racontes maintenant? Tressaillit l'homme assis derrière le bureau. Oui, figure-toi que je le savais parfaitement. Il regarda longuement la jeune femme, et Béatrice n'eut pas la force de soutenir son regard. Elle avait plutôt envie de sortir de cette pièce, à cause de la nuit, et à cause de lui aussi, là, parce que tout cela, ça faisait trop, et que quelque chose en elle avait besoin d'oublier, et même d'oublier artificiellement juste pour quelques heures, on s'en fout, mais oublier surtout ce qu'elle venait de faire et commencer une journée comme les autres. Ou même non. De passer à la phase suivante, quelle qu'elle serait, de téléphoner à sa sœur pour dire que quelque chose était arrivé. Béatrice tourna lentement la tête vers la lumière, vers le soleil qui brillait derrière les baies vitrées du bureau, plus petites que celles de l'Asté. Elles étaient un peu fumées et ça gâchait tout. « T'es stone » décréta monsieur le directeur. « Tu ne dors plus depuis combien de temps ?»« Tu ne vas pas bien, et si tu crois que ça ne se voit pas ?» Décidément, te laisser la nuit a été une vraie connerie de ma part. Béatrice changea de position en pensant qu'il aurait pu ajouter « T'es trop con » ou autre chose, mais non. Un mot de compassion pour la morte, peut-être? Là encore, rien. Les hommes sont des porcs. On reparlera de tout ça. Je m'attendais à te trouver complètement choquée ou je ne sais pas, et là je te sens, excuse ma franchise, mais comme indifférente. Indifférente à quoi? S'arc-bouta la jeune femme soudain défiante, qui sans le vouloir avait haussé la voix. Sauf qu'elle perdait son temps puisque monsieur le directeur ne répondrait pas. C'était là un de ses traits de caractère. Monsieur le directeur n'exprimait jamais des choses gênantes. Pour certaines personnes, la verbalisation d'un événement est plus difficile à envisager que l'événement lui-même, et lui en faisait partie. Monsieur le directeur attendait de Béatrice certaines caresses, un jeu avec sa poitrine par exemple, qu'il était incapable de nommer ensuite. D'un tel souvenir tout à fait saugrenu dans la situation où on se trouvait, en jaillirent d'autres. La jeune femme se remémora par exemple une nuit folle dans un hôtel de Marcotte, que pour une fois monsieur le directeur avait pris la peine de réserver lui-même. En un pareil moment, de telles images étaient-elles de circonstance? Tout ça pour se remettre avec sa femme, songea la jeune femme. Grosse envie d'en finir. Se sentant de plus en plus lasse et sincèrement curieuse d'écouter l'explication qu'il allait leur donner, Béatrice se dit qu'elle aurait vraiment aimé l'entendre appeler le service juridique. Marre de tout ça. Et surtout marre de ce type en face d'elle qui ne comprenait rien à ce qu'elle avait fait cette nuit. Silence. Il se contentait maintenant d'attendre qu'elle parle. En se levant, la jeune femme résista à l'envie d'agripper le bureau pour s'aider à se tenir sur ses jambes, et une fois debout, elle fit un geste de la main, puis un pas en direction de la porte, un geste qu'il ne vit apparemment pas. « C'est surtout emmerdant à cause de Chez », continua monsieur le directeur en se levant lui aussi.
Et pendant que dans son dos l'homme faisait le tour de son bureau, elle l'entendit ajouter: En attendant, ça reste un arrêt cardiaque accidentel, compris? La phrase ressemblait à des mots préparés, desquels on se met à douter au moment de les énoncer à haute voix. La tête de Béatrice tournait. Je le convoque dès que tu sors de ce bureau, parce qu'il n'est pas blanc-blanc, le Madame Chaix. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas dormir. J'appellerai ta sœur. La porte allait se refermer quand Béatrice entendit derrière elle: On parle d'une euthanasie active, directe, de la totale, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Destinataire, clinique du XXX. Objet, lettre de démission. Zurich, le 22 juin 2000 quelque chose. Monsieur le directeur, par la présente, je me permets de vous présenter ma démission de mon poste de médecin à la clinique du XXX avec effet immédiat. Afin de faciliter la transition pour vous-même et votre équipe, je suis prête à rester les 2 prochaines semaines en vous offrant mon entière collaboration durant cette période. Mon départ s'explique par le fait que je souhaite acquérir de nouvelles expériences. J'ai beaucoup apprécié les années au cours desquelles j'ai travaillé avec vous. De tout temps, chacun a toujours été là pour moi, et vous me manquez déjà. J'espère que ce préavis de 2 semaines vous témoigne de ma bonne foi. Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer le plus tôt possible, afin que nous discutions ensemble de la meilleure manière de mettre à profit les 2 semaines qui me restent à passer ici. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma haute considération. Béatrice von Fliegeneth.